grand bonjour à tous. Un grand merci également à tous. Merci de participer et d'assister à ce webinaire de présentation, discussion des résultats de l'étude qu'Alexandre Coulondre et moi-même avons réalisée cette année sur ce que la data fait au marché immobilier. Il s'agit là évidemment d'une vaste question, d'une question tout à fait récurrente et à laquelle on a coutume de répondre que la data tend à rendre le marché plus transparent et plus sage. En réalité, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on a là une question qui a rarement été posée et surtout à laquelle on peut apporter des réponses bien plus nuancées à partir de l'analyse des pratiques concrètes d'une catégorie d'acteurs centrales et pourtant encore assez mal connue. Je parle des vendeurs de logements. Alors, pour en parler, notre webinaire s'organisera en 3 temps. Un temps d'introduction assuré par Marc Kaczynski, président du LIFTI, partenaire financier de notre étude, et puis par François Ménard, qui est chargé de mission recherche au PUCA, également partenaire financier de notre étude. Deuxième temps, un temps de présentation de nos résultats que j'assurerai avec Alexandre. Et puis, un temps de discussion qui sera animé par Eva Simon, responsable de programme au PUCA. Merci Eva. Et puis qui réunira Madame Milero pour le Crédit Logement, qui est également partenaire financier de l'étude, Alain Tourgeman pour le groupe BPCE, également partenaire financier de l'étude, ainsi que Renaud Legois et Bernard Worms en tant que spécialiste du logement et de leur marché. Voilà pour le programme. Je vous propose sans attendre de l'attaquer et de donner la parole à Marc Kaczynski pour un premier mot d'introduction. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette présentation des résultats de l'étude de ce que la data fait au marché immobilier. C'est une étude qui a été confiée par un groupe de cofinanceurs à Alexandre Coulondre et Claire Juillard, qui auront l'occasion et de se présenter et de présenter cette étude. Donc, nous sommes effectivement plusieurs à avoir soutenu cette démarche. D'ailleurs, François Ménard du PUCA, qui, va intervenir après moi, pourra également expliquer son intérêt et sa motivation dans cette démarche, mais également Monsieur Alain Tourgeman, directeur d'études économiques du groupe BPCE, et au titre du Crédit Logement, Madame Marlene Millero, chef de service data et qualité de la direction de l'organisation, donc du Crédit Logement, et qui seront donc aussi intervenants, mais dans le cadre de la table ronde. Voilà, donc pour cette petite présentation, dire aussi l'intérêt que l'IFTI a eu dans cette démarche. Alors, je rappelle que l'IFTI s'est créé, on va dire, fin 2016, actif à partir de 2017, autour d'un certain nombre de sujets sur le foncier. Et dans ces sujets sur le foncier, il y a notamment les sujets liés à la connaissance du foncier, à la data du foncier. Et nous avons soutenu, dès la création de l'IFTI, le fonctionnement, les investissements du groupe DVF, groupe national DVF, qui s'était constitué autour de l'utilisation de cette nouvelle donnée ouverte par la Direction générale des finances publiques, d'abord auprès des collectivités territoriales et des acteurs publics, puis peut-être grâce aussi un petit peu à notre insistance, on va le dire comme ça, auprès donc des acteurs privés sous la forme d'une mise en ligne par étalable de cette donnée en avril 2019. Et donc, dans le cadre des travaux de l'IFTI, nous avions dès 2019 mis en place un comité pour expertiser un petit peu les possibilités de cette donnée, comment elle était constituée, qu'est-ce qu'elle pouvait raconter, comment on pouvait l'utiliser. Et donc ce comité aujourd'hui est alimenté et animé par Alexandre Coulondre, par Laurent Escobar de la société Adéquation et par Pauline Lunard de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais.
Et autour de ce groupe d'animateurs se sont rassemblés des entreprises intéressés, des bureaux d'études intéressés par cette question. Et les travaux que nous avons menés dans ce cadre-là ont été surtout ciblés donc à la fois sur la compréhension, la connaissance de la donnée, mais aussi sur ses perspectives d'utilisation, principalement, on va dire, par des personnes morales, c'est-à-dire à la fois des collectivités territoriales, comment cette donnée peut être mobilisée dans le cadre de la définition des politiques publiques, et par le cadre dans le cadre des activités des bureaux d'études ou des sociétés privées pour développer de nouveaux services. Et l'originalité, j'allais dire, de l'étude qui va vous être présentée, pour nous, compte tenu de ce contexte d'investigation, c'était de s'intéresser aussi aux particuliers, c'est-à-dire ceux qui pouvaient, depuis l'ouverture d'avril 2019, se saisir de ces données, alors peut-être pas directement, mais déjà comme étalables, les avaient mises en forme, ce qui les rendait déjà plus accessibles, mais également comme elles ont pu être ensuite développées par des sociétés de conseil ou des sociétés traitant déjà les données des marchés immobiliers au service des particuliers. Et donc, c'est cet intérêt qui nous a mené à nous associer à cette démarche. Dire également que, bien sûr, nous en tirerons aussi des enseignements, hein, notamment à l'issue peut-être de cette table ronde. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'une des questions qu'on s'était posées au début, en se disant, mais au fond, pour pouvoir bien utiliser cette donnée, il faudrait peut-être des référentiels, peut-être une démarche un petit peu normative pour qu'on puisse utiliser tous la donnée un petit peu, pas de la même façon, mais avec le même niveau de qualité, hein. Et donc, je soupçonne que cette question, on va la retrouver aussi à l'issue de cette table ronde. Voilà, je passe la parole à François Ménard pour qu'il apporte lui aussi son témoignage dans l'intérêt de cette démarche. Merci Marc. Alors, moi, en tant que l'un des deux représentants du PUCA avec Eva Simon dans ce webinaire, je suis très heureux d'introduire avec toi, Marc, cette rencontre, parce que pour le PUCA, cette recherche présente un intérêt double. Le PUCA, donc Plan Urbanisme Construction Architecture, est un organe incitatif de recherche et d'expérimentation dans le domaine, bien comme son nom l'indique, de l'urbanisme, de la construction, de l'architecture, mais aussi de l'habitat, des marchés de l'habitat et des politiques de l'habitat. Et cette recherche est au croisement de l'économie immobilière et de la sociologie du numérique, à moins que ce soit l'inverse, de la sociologie de l'immobilier et de l'économie numérique. En tout cas, d'une part, un secteur d'attention pour le PUCA, qui est un organe placé au sein de l'État, et dans un contexte de transition numérique des villes, de la production urbaine, de la gestion urbaine. Et à ce titre-là, cette recherche apporte un éclairage sur des éléments qui sont au cœur aujourd'hui de la transformation des villes. Alors, juste un mot pour dire que les travaux antérieurs du PUCA conduisent à jeter un regard particulier sur ce tournant numérique de la donnée dans le secteur de l'immobilier, parce qu'il y revêt des aspects particuliers qu'on ne rencontre pas forcément dans d'autres secteurs. Alors certes, l'économie immobilière a vu émerger des plateformes de matching, offre-demande, promesses d'intermédiation, mais qui n'étaient pas absentes du domaine de l'immobilier, la relation entre particuliers étant déjà en partie organisée. On a vu aussi se développer des démarches de profilage des offreurs, des demandeurs, comme on l'a vu dans d'autres secteurs. Mais là où, bien souvent, les opérateurs historiques du secteur, avec de la mobilité, par exemple, ou de la recherche d'emploi, se sont vus challengés par de nouveaux opérateurs venus des dot-com. Dans le secteur de l'immobilier, on a vu un acteur très particulier apparaître et qu'on n'attendait pas forcément, qui était l'État, à travers la mise à disposition
de l'ensemble des opérateurs et de l'ensemble du public de données sur les prix de vente à travers la base DVF. Alors, qu'est-ce que change cette mise en commun, cette mise en partage de la donnée, qui peut avoir une fonction de référence, une fonction arbitrale? Eh bien, ça fait partie de ce qu'on cherchait à observer les chercheurs autour d'autres questions et qui a fait tout notre intérêt pour ce travail. Alors, l'autre caractère particulier du tournant numérique de la donnée dans le secteur de l'immobilier, c'est moins le caractère spécifique de l'immobilier dans le domaine du tournant numérique que le statut de l'information dans l'habitat et dans l'immobilier, à savoir que vendre ou acheter un logement est une opération qui certes s'opère chaque année de façon extrêmement importante, plusieurs centaines de milliers de transactions tournent autour du million. Donc c'est quelque chose d'important volume, mais qui pour le particulier est un acte singulier, peu fréquent, qui l'engage et pour lequel l'accès à l'information est important. Pour le dire de manière un peu synthétique, pour le particulier qui achète ou qui vend, l'important est de trouver le juste prix. Et pour ce même particulier, en tant que citoyen ou pour nous-mêmes, en tant que communauté intellectuelle ou en tant que producteur d'analyse sur la transformation de l'action publique, la question est la formation d'un prix juste, d'un prix qui traduirait une forme de justice sociale dans l'accès au logement et à l'habitat. Et donc, tout ce qui peut amener à déformer dans un sens ou dans un autre la formation des prix de l'immobilier ou produire des asymétries entre acteurs est important. Et à ce titre-là, la transition numérique des données immobilières réclame d'être observée et analysée avec attention. Et c'est ce que le travail de Claire Juillard et Alexandre Coulondre s'est attaché à faire, et c'est la raison pour laquelle je suis impatient de les entendre et d'échanger avec vous à ce sujet. Merci. Merci Marc et merci François et bonjour à tous. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux ce matin pour échanger avec nous. Alors, avant de passer à la présentation des résultats, je vais revenir, si vous me le permettez, sur le contexte de cette étude et sur sa genèse. Donc, moi, je suis Alexandre Coulondre, spécialiste de l'analyse des marchés immobiliers, et dans mes activités de recherche et d'études, je suis un utilisateur de la donnée. Et il faut dire que mes travaux ont largement bénéficié de l'open data qui s'est mise en place depuis quelques années en France, sous l'impulsion notamment de l'État. Et il y a à peu près un an, on s'est mis à discuter avec Claire Juillard, qui est indépendante et fondatrice de OG Conseil, qui venait de sortir un rapport sur l'écosystème des producteurs de données immobilières en France et sur la transformation que représentait le numérique et l'open data, et notamment depuis la sortie des fameuses données DVF en 2019. Et très vite, on est arrivé au constat que l'arrivée massive de données changeait beaucoup de choses pour les usagers professionnels, les chercheurs, les experts, les entreprises, les administrations, mais qu'on ne savait pas grand-chose sur les pratiques des ménages. Alors même que les discours autour de l'ouverture se focalisent bien souvent sur les bienfaits que doit représenter l'open data pour les particuliers, acheteurs et vendeurs de logements. Et en creusant un peu, on a vu un autre élément intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en parallèle de ce mouvement d'ouverture des données, se développait un ensemble d'entreprises réunies sous le label de la PropTech et qui proposaient justement un ensemble d'outils aux particuliers pour les aider à mieux appréhender les marchés et les prix des logements. Et dans les discours des acteurs, de tous ces acteurs, de cet écosystème de la donnée en transformation, il y a un terme, une notion qui revient régulièrement, qui est celle de la transparence des marchés. Et cette notion de transparence des marchés est finalement très largement basée, lorsqu'on va voir le discours qu'il y a derrière, sur finalement la théorie néoclassique des marchés, à savoir que la mise à disposition de données entraîne la bonne information des acteurs économiques, condition d'une concurrence pure et parfaite et d'un équilibre des marchés, notamment en termes de coûts.
Et ces discours étaient particulièrement intéressants pour nous puisque nous avons un parcours dans lequel nous avons croisé d'autres courants de l'économie, mais aussi d'autres disciplines comme la géographie, la sociologie. Et dans ces univers disciplinaires, on a beaucoup relativisé la capacité de ce modèle néoclassique à rendre compte des phénomènes urbains. Et voilà, alors il n'en fallait pas plus pour trouver là un beau sujet d'études. Et donc, nous avons mis en place, il y a un an, une étude en souscription, c'est-à-dire que nous avons problématisé le sujet avec Claire Juillard et que nous avons ensuite cherché des partenaires financiers intéressés par la démarche. Et donc, nous avons trouvé le LIFTI, le PUCA, le groupe PPCE et Crédit Logement, que nous remercions chaleureusement de nous avoir suivis dans cette démarche et d'avoir joué le jeu de la science dans le comité de pilotage où les échanges étaient nourris et toujours très constructifs. Alors, finalement, le rapport en version complète et en version synthétique est disponible à partir d'aujourd'hui en téléchargement. Et donc, nous mettrons dans le chat un lien qui vous permettra de télécharger ce rapport dans sa forme complète ou dans une version de synthèse. Voilà. Alors, le parti pris méthodologique de cette étude, c'est de soumettre finalement cette idée de transparence à l'épreuve des faits. Et en fait, cette idée de transparence véhicule toujours implicitement trois relations de cause à effet. La première, c'est de dire que la mise à disposition de données se traduit forcément par un usage de la donnée. La deuxième, c'est que cet usage débouche forcément sur une meilleure connaissance des marchés. Et la troisième, c'est que cette connaissance des marchés engendre des effets vertueux sur les prix, notamment en évitant les comportements de surenchère. Or, rien n'indique dans les faits que ces liens existent bel et bien. Il faut les tester empiriquement. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on propose dans cette étude. Et donc, la démarche n'est pas celle, on va dire, d'une opposition de principe à la question de la transparence, mais plutôt d'une mise à l'épreuve de ce concept à travers une étude empirique. Alors, les portes d'entrée dans ce sujet sont nombreuses. Et le choix que nous avons fait ici, c'est de se positionner au plus près des marchés, au moment justement où les prix des logements sont élaborés, sont discutés, sont fixés par les particuliers. Et pour cela, notre acteur de référence, c'est le vendeur de logements. C'est lui qui va ébaucher un premier prix, qui va en discuter le cas échéant avec un agent immobilier, qui va le négocier avec un acteur. Et selon nous, en décrivant finement les pratiques économiques des vendeurs de logements, on peut repérer l'ensemble des facteurs qui influencent la formation des prix. Et on peut savoir si l'information immobilière en général et la donnée de prix en particulier joue un rôle, et si oui, lequel. Alors, à partir de là, on a mis en place un dispositif de recherche qui se base essentiellement sur une enquête par questionnaire que nous avons conçue suite à une première enquête exploratoire faite d'entretien avec des vendeurs de logements et des agents immobiliers. Et nous avons aussi fait un recensement des outils que la PropTech propose aux particuliers. Et finalement, le questionnaire a été administré à une population représentative des vendeurs de logements en France sur les 2 dernières années. Et à notre grande surprise, il n'existe pas dans la statistique publique d'enquête d'envergure consacrée aux vendeurs de logements. Et donc, notre démarche forme à ce titre une contribution assez originale. Voilà, je vais laisser la parole à Claire qui va vous présenter donc les résultats. Claire, ton micro n'est pas activé. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, on a procédé pas à pas pour cerner la place de la donnée en tant que telle parmi l'ensemble des informations qui étaient à disposition potentiellement des vendeurs, et puis après cela, les usages que les vendeurs pouvaient en faire. Le premier pas qu'on a fait, il a consisté à reconstituer l'ensemble du paysage informationnel dans lequel les vendeurs pouvaient évoluer. Ce paysage, ce qu'on en a conclu, très vite perçu, c'est qu'il était particulièrement vaste et particulièrement divers, qu'il était composé, en l'occurrence, d'informations de types différents qui étaient accessibles via des canaux de distribution également multiples
et qui étaient disponibles sur des supports de plus en plus nombreux. Alors d'abord, on s'est penché sur les types d'informations sur les prix des logements auxquels les vendeurs ont potentiellement accès et sur les usages qu'ils en font, le cas échéant, bien sûr. Ces infos, on en a repéré de 4 types. Il y a d'abord les estimations, bien sûr, qu'elles soient réalisées à la main par des professionnels de l'immobilier à partir de leur expérience, de leur connaissance du terrain, ou qu'elles soient les résultats d'outils automatiques utilisés par les professionnels eux-mêmes ou par les vendeurs eux-mêmes sur Internet. Il y a également les prix des biens vendus qui sont disponibles soit auprès des professionnels de l'immobilier de nouveau, soit au moyen de cartes et de listes de vente interactives sur Internet ou encore sous la forme d'un affichage de biens vendus. On a également des prix de biens en vente qui sont classiquement disponibles dans les annonces immobilières. Et puis, il y a les prix moyens ou médians au mètre carré proposés à la commune ou au quartier dans la plupart des cas. De fait, pour approcher le prix possible de leur logement, il s'avère que les vendeurs ont recours dans l'ordre, mais dans des proportions très proches, assez semblables, à des estimations d'abord, à des références de prix des biens vendus ensuite et à des références de prix de biens en vente enfin, sachant qu'ils sont pour le coup beaucoup moins nombreux, 2 fois moins, à utiliser des prix moyens ou médians par mètre carré dans leur secteur. Bref, leur préférence va sans aucune ambiguïté pour les estimations, évidemment centrales dans la perspective de vendre, mais aussi et de manière générale pour les références individuelles de prix, c'est-à-dire pour des informations relatives à des biens spécifiques, ce qui renvoie au fond au principal exercice auquel se prêtent les vendeurs pour fixer le prix de leur logement, à savoir la comparaison, sachant que de fait, la comparaison s'établit à partir de 2 types de valeurs étalons possibles, les valeurs déjà validées par le marché, à l'instar des prix des biens vendus, et ou les valeurs proposées à la mise en vente, telles que les annonces des biens à vendre les indiquent. Autre résultat, et celui-ci un peu plus surprenant, c'est l'objet du graphique que vous voyez. Les vendeurs sont un certain nombre, un peu plus de 20%, à combiner différents types d'informations entre eux. Ce mode de consommation de l'information révélant une pratique très courante, à savoir la combinaison des ressources informationnelles au sein de paniers garnis dont on a pu constater, et on vous le démontrera à plusieurs reprises, à quel point ils étaient divers selon les vendeurs. Alors, slide suivante, l'usage des canaux d'accès à l'information démontre d'ailleurs encore plus clairement cette règle du panier garni d'informations, puisque 56% des vendeurs utilisent 2 à 4 des canaux d'accès à l'information qu'on a identifiés, à savoir le canal professionnel et le canal de l'entourage, qu'on peut regrouper malgré leur très grande diversité, évidemment, dans la catégorie du canal physique. Et puis, on a également le canal digital qui regroupe tous les sites Internet et les applications qui fournissent des informations sur les prix des logements. Et puis, le canal papier, encore et toujours, qui est fait de journaux et de magazines. Alors, quant au recours spécifique à ces différents canaux d'accès à l'information, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle que le canal digital est bien central à l'heure de la révolution numérique dans l'accès à l'information, puisque près de la moitié des vendeurs l'empruntent, mais qu'il est très rarement mobilisé seul et qu'au contraire, il est très souvent utilisé en complément à d'autres canaux et en particulier en complément au canal des professionnels de l'immobilier. Ce qui peut nous laisser penser que finalement, pour l'heure en tout cas, l'usage de l'information disponible sur Internet et l'érosion potentielle de la rente informationnelle des professionnels qui en découle n'entament pas le rôle pivot des professionnels dans l'accès à l'information. D'ailleurs, nos chiffres sont très clairs puisque 65% des vendeurs ont recours aux professionnels de l'immobilier pour accéder à des informations sur les prix des logements et pour la plupart, les professionnels constituent la première source de confiance des vendeurs en matière d'information, loin devant les acteurs du numérique, mais aussi l'État et l'entourage qui sont au coude à coude dans la hiérarchie des sources de confiance des vendeurs. Autre
résultat, on passe à la slide suivante qui confirme la règle du panier garni d'informations. Pour chaque canal d'accès à l'information, le canal physique, le canal digital et le canal papier, les vendeurs puisent souvent à différentes sources. En particulier, ils sont près de 25% à consulter plusieurs professionnels à la fois pour recueillir des références de prix lorsqu'ils empruntent ce canal d'accès à l'information. Et le digital se prêtant encore plus à la dispersion, ils sont près de 40% des vendeurs à surfer sur plusieurs sites Internet ou applications à la fois lorsqu'ils empruntent le canal digital. Ce qui évoque un comportement bien connu qui est l'opportunisme des vendeurs qui finalement dispersent leur recherche d'informations comme ils dispersent leur recherche d'acquéreurs en multipliant les consultations. On comprend d'ailleurs que la tentation soit grande, en particulier sur Internet, qui en matière d'information offre une quantité tout à fait importante de supports, ce qu'on rend compte avec la figure que vous voyez à l'écran, figure qui regroupe la soixantaine de sites Internet et d'applications qui offrent gratuitement des informations sur les prix des logements, sachant que la plupart de ces sites et applications ont eux-mêmes un effet démultiplicateur puisqu'ils mêlent tout ou partie des quatre types d'informations disponibles sur les prix, à savoir, je le répète, les estimations, les prix des biens vendus, les prix des biens en vente, et les prix moyens ou médians au mètre carré. Et Alexandre, je te repasse le relais. Alors, Alexandre, on ne t'entend pas non plus. Ah, pardon. Voilà. Donc, à partir de là, on a voulu un petit peu quantifier ces usages du recours à l'information. Et à partir des réponses au questionnaire, on a créé un score qui traduit finalement le degré d'usage de l'information par les vendeurs. Alors, je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques de la construction de ce score. Vous avez plus d'explications dans le rapport d'étude. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons tenu compte dans un premier temps de la diversité de l'information collectée par chaque vendeur dans leur parcours de vente. Est-ce qu'il recourt à plusieurs types d'informations? Est-ce qu'il mobilise plusieurs canaux? Et nous avons ensuite tenu compte du nombre de supports, du nombre de sources mobilisées, à savoir combien de passeurs d'informations ont-ils sollicité. Et on obtient un score que l'on peut ensuite mettre en classe pour distinguer ceux qui consomment beaucoup, peu ou pas d'informations et ceux qui mobilisent beaucoup ou peu de supports. Et il en ressort finalement que 86% des vendeurs de logements ont recours à des informations sur les prix dans l'optique d'évaluer leurs biens et d'établir un prix pour la vente de ce bien. Et 40% d'entre eux mobilisent d'ailleurs en quantité importante ces informations. Alors, jusqu'à présent, on a parlé d'informations, mais on n'a pas encore parlé de données. Qu'est-ce que la donnée de prix? Et alors ça a été vraiment une des grandes difficultés de ce travail, puisqu'en fait, il n'existe pas vraiment de définition, que ce soit officielle ou même scientifique dans la littérature, de ce qu'est une donnée et ce qu'est une donnée de prix. Et par ailleurs, dans notre démarche, on se positionne vraiment du point de vue des pratiques concrètes des particuliers. Donc, si on donne une définition stricte de la donnée, du type une information codée dans un fichier pour une exploitation informatique, en fait, aucun vendeur de logement ne serait considéré comme usager de la donnée, car utiliser ces fichiers nécessite des moyens techniques, nécessite des compétences statistiques qu'il ne mobilise pas forcément. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'usage de la donnée, du point de vue des particuliers, de la donnée prix, est intermédiaire. C'est-à-dire que des tiers vont s'intercaler entre la donnée et les particuliers et accomplir le travail à leur place, ce travail fastidieux de mise en forme du big data. Et là, on retrouve précisément les entreprises de la PropTech qui proposent leurs solutions. Alors, partant de là, on a posé une définition de la donnée en se basant sur notre partition en type, canal et support. Et on dira que finalement, une information sur les prix est une donnée de prix s'il s'agit d'une information collectée sur Internet sous la forme d'une liste de prix actée, d'une estimation automatique ou d'un indicateur de prix au mètre carré. Alors, dans le rapport, vous aurez plus de détails sur ces choix méthodologiques et toute la discussion qui s'en fait.
Ce sur quoi nous allons nous centrer à partir de là, c'est qu'avec cette définition, on est capable, une nouvelle fois, de quantifier le phénomène, et là, en l'occurrence, de quantifier le degré du recours à la donnée par les vendeurs de logements. Et donc, on peut construire, avec la même méthode que précédemment, une variable numérique, un score d'usage que l'on met en classe pour distinguer ceux qui utilisent beaucoup, peu ou pas de données de prix, et ceux qui la mobilisent sur beaucoup ou peu de supports. On constate alors que 38% des vendeurs de logements ont recours à la donnée dans leur parcours de vente. Ceci nous permet de finalement revenir à notre problématique de la transparence. En effet, on peut dire que la donnée est bien utilisée et utilisée par un nombre significatif de vendeurs, mais pas par tous. Son usage reste donc inégal. Alors, je vais laisser Claire présenter la suite de cet argument. Ton micro, Claire. Pardon, décidément. Donc, premier point effectivement de discussion de la théorie. La donnée est bien utilisée par un nombre significatif de vendeurs, mais pas par la totalité. Alexandre vient de le dire. Constat qu'on peut compléter par un autre constat plus fin, celui selon lequel la data n'est pas utilisée par tous les profils de vendeurs, puisque d'abord, en effet, la consommation de données varie avec l'âge et la position sociale, les plus gros consommateurs de données ayant tendance à être plus âgés et à occuper un rang plus élevé dans la hiérarchie socio-professionnelle. Ensuite, la consommation de données varie avec la localisation, les plus gros consommateurs de données ayant tendance à évoluer en marché tendu et les moins gros consommateurs de données en marché détendu, sachant que la catégorie socio-professionnelle se recoupe avec la localisation géographique, les vendeurs les plus élevés socialement, ayant aussi un patrimoine localisé dans des espaces qui sont valorisés, étendus sur le plan résidentiel, ce qui indique clairement que les effets des critères sociodémographiques et géographiques sur la consommation de données n'agissent pas indépendamment, mais qu'ils se cumulent. Premier point donc de conclusion, si la théorie présuppose que la mise à disposition des données se traduit nécessairement par son usage de la part des acteurs économiques, eh bien notre étude révèle que la consommation de données est certes une pratique répandue, mais qu'elle n'est pas généralisée et qu'elle s'avère socialement et géographiquement située. En d'autres termes, qu'il ne suffit pas que des données de prix soient accessibles pour tous et partout pour qu'elles soient utilisées par tous et partout, que leur usage est limité à certains profils de vendeurs et de territoires, que la transparence des marchés trouve donc une première limite dans l'état actuel, en tout cas, des pratiques des ménages, et que c'est donc une question d'usage des données et pas seulement d'offre de données. Si bien que de façon assez contre-intuitive, l'évolution du paysage informationnel en faveur de la donnée pourrait contribuer à renforcer une forme de ségrégation informationnelle. C'est du moins, à notre avis, le cas à ce stade précis de l'histoire du fonctionnement des marchés résidentiels en France et de leur tournant numérique. Alors, le deuxième postulat implicite du raisonnement reliant données et transparence des marchés renvoie à l'idée selon laquelle l'usage d'informations sur les prix, notamment sous la forme de données, se traduirait mécaniquement par une bonne connaissance des marchés. On s'y attaquait à partir du sentiment de concordance ou de discordance que les vendeurs retiraient de leur consommation de données, et on montre effectivement que l'usage de la donnée tend à renforcer le sentiment de concordance informationnelle. Mais on montre également que ce sentiment de concordance est conditionné à la quantité de données recueillies et qu'en l'occurrence, ce sentiment de concordance domine lorsque les données sont consultées sur un nombre limité de sites Internet et d'applications et qu'il s'estompe jusqu'à laisser place à une impression de flou avec la multiplication des différents types de données mobilisées et surtout avec la multiplication des sites Internet et des applications utilisées. Effectivement, c'est le sens du chiffre que vous voyez là sur la slide. Les particuliers qui consomment beaucoup de données sur beaucoup de supports sont à la fois sous-représentés
parmi les vendeurs qui entretiennent un sentiment de concordance informationnelle et plus fortement surreprésentés encore parmi les vendeurs qui considèrent que les informations qu'ils ont recueillies sont discordantes puisqu'ils sont 28% à avoir le sentiment que le marché manque de transparence contre 12% du côté des petits consommateurs de données. Alors, pour comprendre le sentiment de flou qui s'empare des vendeurs lorsqu'ils consultent des données sur de multiples supports, il suffit de se prêter à un exercice très simple, quoique un peu long tout de même, qui consiste à recueillir pour un même bien les résultats des outils d'estimation à disposition des vendeurs sur la toile et pour un même quartier ou une même commune, les indications de prix moyen ou médian au mètre carré également disponibles. L'ensemble aboutit à un éventail très large de valeurs, en l'occurrence à des valeurs estimées qui peuvent varier de 1 à 1,8, pour ne pas dire du simple au double, et à des valeurs moyennes ou médianes qui varient de 1 à 1,6, en tout cas dans les deux cas que nous avons pris pour exemple précisément. Quand on ajoute les nombreuses valeurs que les vendeurs recueillent dans les références individuelles de prix qu'ils trouvent dans les annonces classées ou les listes des biens vendus et dans les annonces actives des biens à vendre, eh bien, on comprend combien la multiplication des références peut laisser une impression de flou et que cette impression de flou puisse supplanter, sinon atténuer l'effet de transparence qui est attendu de l'extension du paysage informationnel sur les marchés immobiliers. Sachant que si l'éventail très large des valeurs que les vendeurs peuvent recueillir sur la toile s'explique de toute évidence par l'hétérogénéité des dispositifs méthodologiques qui sous-tendent la production de ces valeurs, quel qu'en soit le type d'ailleurs, eh bien, un problème demeure et il tient au fait que cette hétérogénéité méthodologique échappe aux particuliers, d'autant qu'elle s'entoure de la très grande opacité méthodologique que la concurrence sur le marché même de la donnée, puisqu'il y a un marché de la donnée, instaure par nécessité. Puisque sur ce marché de la donnée, capter des flux d'utilisateurs et d'informations les concernant via des flux précisément de données, eh bien, c'est générer des prospects qualifiés, en faire commerce aux intermédiaires et du coup développer son activité. Seconde conclusion intermédiaire, si du coup la théorie présuppose que l'usage de la donnée débouche assurément sur une meilleure connaissance des marchés, eh bien notre étude révèle que le recours à des données procure un sentiment de transparence, mais jusqu'à un certain point seulement, et que trop de données laissent place au flou. Et pourquoi? Eh bien parce que l'interprétation de la donnée par les particuliers dans un contexte de prolifération des supports de consultation numérique est une activité particulièrement complexe qui peut déboucher sur un sentiment d'opacité, d'autant, on l'a vu, que la toile peut afficher des niveaux de prix particulièrement variables pour un même bien ou une même localité. Et Alexandre, je te passe le relais pour la suite et la fin de ces résultats. Oui, nous arrivons maintenant au dernier maillon de notre discussion théorique, à savoir est-ce que l'usage de la donnée modifie les pratiques marchandes des ménages et plus particulièrement leur posture quand il s'agit de fixer un prix. Alors, dans le questionnaire, nous avions demandé aux vendeurs si, de leur point de vue, ils avaient placé leur prix de mise en vente plutôt dans la fourchette basse, dans la fourchette moyenne ou dans la fourchette haute du marché local. Et nous avons ensuite croisé ces réponses avec notre score d'usage de la donnée. Et apparaît alors un lien statistique graduel entre le niveau de consommation de données et la propension à se placer dans des fourchettes hautes. 30% des grands consommateurs de données font ce pari de la fourchette haute, alors qu'ils sont seulement 26% dans l'ensemble de la population. Les consommateurs de données sembleraient donc plus tentés que les autres par des valeurs hautes. Pour aller un petit peu plus loin et avoir une vision plus complète du phénomène, nous proposons dans le rapport aussi des analyses multivariées, et notamment une analyse factorielle qui appréhende la diversité des pratiques économiques des ménages et la place de la donnée. Alors, beaucoup d'enseignements peuvent être tirés de cette analyse.
Concentrons-nous ici sur l'axe horizontal qui nous apprend que finalement, les vendeurs se distribuent entre deux pôles, ceux qui se disent satisfaits de leur expérience de vente, et notamment du prix conclu, et ceux qui se disent insatisfaits. Et quand on regarde les variables qui sont liées à cette satisfaction et cette insatisfaction, on voit que finalement, c'est lié à des facteurs de performance économique. À savoir, avoir vendu dans des délais courts, avoir vendu à un prix final qui est proche du prix proposé, c'est-à-dire que les marges de négociation de l'acheteur aient été limitées, et avoir plutôt vendu dans la fourchette haute. Voilà. Tout ça est lié favorise une forme de satisfaction. Et là où c'est intéressant, c'est de voir comment se positionne la consommation de données dans cet univers de pratique. Et dans cette galaxie de pratique, finalement, la forte consommation de données a tendance, alors c'est un effet significatif qui se mélange à d'autres et qui n'est pas massif, mais qui est statistiquement significatif néanmoins, la forte consommation de données a tendance à être plutôt polarisée du côté de la satisfaction et donc de la performance économique. Comme si la consommation de données était davantage associée à la capacité des vendeurs de vendre haut et rapidement. Voilà. Ainsi, ce que montre l'étude, c'est que l'usage effectif de la donnée ne se traduit pas forcément, pas toujours en tout cas, par un recentrage sur des valeurs moyennes ou sur des valeurs d'équilibre, mais peut favoriser dans certains cas un alignement sur les valeurs hautes du marché. Elle semble plus favoriser des performances individuelles que des équilibres collectifs. En résumé, on peut dire finalement que notre étude permet de nuancer chaque maillon du raisonnement qui relie l'ouverture des données à la transparence et aux vertus en termes de coût. En fait, les données, il ne suffit pas que des données de prix soient accessibles pour tous pour qu'elles soient utilisées par tous. La donnée a un effet conditionné, on l'a vu, sur la transparence des marchés. Et enfin, la donnée favorise dans certains cas les paris gagnants et n'a pas forcément un effet modérateur sur les prix. En fait, les données sont libérées dans un contexte social et territorial qui n'est pas neutre, mais qui est hétérogène. De plus, la diffusion des données s'entremêle aux stratégies des entreprises qui interviennent sur le marché de la connaissance immobilière. Dès lors, les effets de l'ouverture de la donnée, de la diffusion massive des données de prix, ces effets sont plus complexes que ce que prévoit la théorie. Voilà pour nos principales conclusions et nos principaux résultats. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons désormais passer à la table ronde. Alors, vous avez la possibilité de réagir, de faire remonter des commentaires, des remarques, des questions dans le fil de discussion de cet outil de visio. Et nous essaierons de les transmettre à l'animatrice de cette table ronde, qui est donc Eva Simon, et qui est chargée de programme au PUCA, spécialiste des questions de logement et anciennement chef de bureau des études économiques pour la DHUP au ministère de la Transition écologique. Eva, si tu m'entends, je te laisse la parole pour cette table ronde et présenter nos intervenants. Super. Donc bonjour à tous. Donc je vous propose de passer à un temps de discussion avec nos différents intervenants qui sont donc tous à leur manière des spécialistes des marchés immobiliers avec des approches différentes. Beaucoup ont participé ont permis à ce que l'étude se réalise financièrement parlant. Je vous propose de commencer par Alain Tourgeman, si vous m'entendez, qui est directeur des études économiques du groupe BPCE et donc qui, à ce titre, a beaucoup travaillé sur les arbitrages financiers des agents. Alain, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que, du point de vue du groupe BPCE, cette étude vous évoque? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, nous avons choisi de financer cette étude parce que devant le phénomène d'accélération de la data sur le marché immobilier, on manquait d'éléments de compréhension et d'une certaine façon de capacité d'analyse de ce qui se passait avec des catégories de pensée qui nous permettent d'identifier les mouvements à l'œuvre, d'avoir un regard critique sur le sujet, une façon de nommer les choses
ce à quoi finalement l'étude aboutit, notamment en distinguant l'information et la donnée, mais aussi qui nous permet d'aller plus directement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'utilisation de l'information par le client final. Parce que c'est vrai que, comme ça a été évoqué auparavant, on manque finalement d'analyse sur cette utilisation de l'information et de la donnée par le client final, qui est précisément notre client et notre préoccupation. Donc il y avait cette dimension-là. L'autre dimension, c'est le fait de s'intéresser aux vendeurs. Là aussi, il y a une vraie originalité de l'étude. Jusque-là, c'est un sujet qui est très peu traité en France. Et donc, on avait cet intérêt tout particulier à soutenir cette étude. Et qui, par ailleurs, bon, je ne vais pas revenir sur les résultats qui ont été présentés brillamment, mais moi, je retiendrai aussi la toute dernière ligne de l'étude qui nous dit que voilà, l'histoire est en train de se faire et qu'on ne peut pas non plus arriver à des conclusions parfaitement définitives, et ça me semble tout à fait juste pour un sujet comme celui-là. Donc, le dernier point sur lequel voilà, je voudrais attirer l'attention, même si ensuite il me semble qu'il y a d'autres sujets très, très intéressants à mettre en avant, mais peut-être dans une autre étape de la discussion, c'est peut-être la distinction entre information et données, et peut-être davantage de porosité entre les deux. On sent bien que c'est vrai qu'il y a une segmentation géographique, sociale dans l'utilisation de la donnée. Peut-être qu'il y a aussi un degré d'utilité plus ou moins fort à pratiquer cette donnée. Peut-être qu'il y a aussi une dimension d'appétence. C'est vrai que l'utilisation de la donnée ne peut pas ne pas nous faire penser, quand on est banquier, à la façon dont les gens utilisent ou non des banques en ligne, sont parfaitement autonomes ou non en matière d'argent. Et ces sujets-là ne renvoient pas seulement à une dimension de compétence, il y a aussi une dimension d'appétence, il y a aussi une dimension d'utilité. Et pour le coup, la médiation des acteurs joue un rôle qui me semble très, très important. C'est peut-être partie des sujets qu'on pourra suivre ensuite. La médiation par la mise en forme, la médiation par la compréhension, la capacité d'utilisation de ces données. Donc, tout ça ouvre des champs d'analyse, mais aussi de positionnement, notamment pour les banques, qui sont intéressants. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Du point de vue également d'un second acteur également du domaine financier, c'est Marilyn Millero, qui est chef du service data et qualité à la direction de l'organisation de Crédit Logement, qui représente donc l'organisme Crédit Logement, que tout le monde connaît bien. Est-ce que vous voulez dire un mot pour vous qui voilà, vous occupez plutôt de la question de la solvabilité des acquéreurs, en quoi cette étude vient se positionner dans les questions que vous pouvez vous poser? Qu'est-ce que vous voyez comme suite? Alors, peut-être en introduction, 2 mots de Crédit Logement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Crédit Logement est une société de financement supervisée par la CPR, spécialiste de la garantie du prêt immobilier. Nous travaillons effectivement avec toutes les banques françaises et garantissons un prêt immobilier sur 3. Notre garantie financière repose sur un principe de mutualisation des risques qui se matérialise
par la contribution de chaque emprunteur au fonds mutuel de garantie. Alors, nous gérons un encours aujourd'hui de plus de 390 milliards d'euros. Et sur 2020, malgré la crise, la production cautionnée par Crédit Logement s'est élevée à plus de 98 milliards d'euros. Alors, quelques mots sur le contexte qui nous ont conduits à nous intéresser à l'étude initiée par Claire et Alexandre, qui, vous l'aurez compris, n'est pas du tout en lien direct avec le cœur de métier de Crédit Logement, qui est de garantir les prêts immobiliers et de gérer le recouvrement en cas de défaillance. Pour autant, les prix pratiqués sont un élément extrêmement structurant dans la dynamique des marchés que nous nous efforçons de suivre avec attention. Alors, nous sommes en effet attachés à rester en veille sur notre écosystème au sens large, et notamment au parcours client des futurs acquéreurs, et la détermination du prix de vente est un élément bien évidemment crucial dans la réalisation d'un projet d'acquisition. Alors, il faut savoir également que cette étude intervient dans un contexte réglementaire en pleine mutation qui va imposer d'ici 2022 à l'ensemble des établissements prêteurs de s'intéresser davantage au prix des biens donnés en sûreté, alors tant au moment de l'octroi du prêt immobilier, mais également de façon périodique des biens portés, de l'ensemble des biens portés dans leurs encours. Alors, cette réglementation, les orientations de l'EBA permettent l'usage de modèles avancés et ça va très certainement en fait transformer, avoir un impact sur l'écosystème existant, peut-être renforcer l'usage de la data et même voir apparaître en fait sur le marché de nouveaux acteurs. Alors, en qualité d'établissement de place, Crédit Logement est bien évidemment concerné par ces nouvelles obligations réglementaires et nous réfléchissons maintenant depuis plus de 2 ans à la façon d'y répondre. Et nous nous intéressons également à la façon dont nos partenaires cherchent à répondre à cette obligation et à la façon dont nous pourrions les accompagner. Alors, pour revenir aux conclusions de l'étude, je ne vais pas être très originale, mais je retiens principalement qu'elle met en avant que nous sommes face à un écosystème foisonnant, avec notamment la multiplicité des acteurs, et Claire l'a largement souligné, la grande hétérogénéité des résultats, avec des écarts que nous constatons parfois très significatifs. Il n'est pas toujours facile de se repérer, de savoir qui dit vrai de ce paysage. Je pense que ces écarts sont en lien avec un autre constat de l'étude qui confirme le manque cruel de référentiels méthodologiques sur le sujet, le manque de visibilité, l'opacité de certains modèles, et j'ajouterais la complexité d'exploitation de certaines bases de données qui sont encore parfois sujets à l'interprétation. Ceux qui se sont frottés à la bague des VF savent précisément de quoi je parle, c'est pas toujours évident de l'exploiter. Alors peut-être que l'entrée en vigueur de cette réglementation va favoriser la levée de cette zone de flou soulignée par cette étude, puisque les textes de l'EBA, il faut savoir que les textes de l'EBA imposent un niveau de transparence suffisant pour permettre aux évaluateurs de bien comprendre les modèles qu'ils seront amenés à utiliser, impose également la mise en place de mesures de performance régulières, des résultats qui soient benchmarkés, des rotations régulières des évaluateurs, etc. Donc, en fait, mais même si cette réglementation démontre une volonté de transparence qui pourrait contribuer à faire mûrir un peu l'usage de la data sur le secteur, je pense que la régularisation significative du marché, en fait, au travers la data, passe nécessairement par des bases de données qualifiées, donc nous l'avons vu tout au long de cette présentation, mais également la mise à disposition de guides méthodologiques et normatifs qui sont encore aujourd'hui largement manquants. Je pense que... Donc voilà, donc je conclurai par dire que je pense que nous sommes à l'orée du chemin et que le parcours, en fait, est encore, le chemin est encore long et qu'il reste du chemin à parcourir et que l'histoire reste à suivre. Rendez-vous dans quelques années pour voir si cette réglementation change quelque peu les conclusions de cette étude. Exactement. Et si notre magnifique panel de prix totalement étalé hétérogène revient à une belle à un truc très précis. Bon, moi, j'en serais assez surprise, mais l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on peut vraiment résumer le prix d'une maison à sa surface et sa localisation? Rien n'est moins sûr.
j'ai toute confiance dans le marché immobilier pour continuer à singulariser les biens et faire qu'on ne puisse point résumer une maison à son prix. Je pense que les divers acteurs ont encore de la marge pour se défendre. Sur ce, je propose de passer la parole à Renaud Legois, qui est professeur des universités, qui a beaucoup travaillé sur les sujets de formation des prix et plutôt de marché immobilier. Est-ce que, du point de vue du chercheur que vous êtes, comment est-ce que vous voyez cette étude qui a un parti pris un peu particulier, vu qu'on est passé par un questionnaire qui n'est pas hyper classique, qui n'est pas une façon de faire au final hyper classique en sciences sociales ni en économie. Qu'est-ce que ça vous inspire et pour vous, voilà, comment doit-on continuer ces travaux? Merci beaucoup. Bonjour, donc Renaud Legois, Université de Paris. Merci Claire et Alexandre hein, pour votre présentation et pour cette étude. Et effectivement, Eva a raison, j'ai pas mal travaillé en fait avec des données sur le logement depuis pas mal d'années. Et je voudrais rebondir sur 2-3 points dans mon propos aujourd'hui. Je vais partir de vos conclusions, en fait. Il ne suffit pas que les données de prix soient accessibles pour être utilisables. Les données ont un effet conditionné sur la transparence des marchés et la donnée favorise les paris gagnants. Sont vos 3 conclusions. Elles sont importantes. Alors, du point de vue de la démarche elle-même et du questionnaire, pour répondre à la question d'Eva directement, je n'ai pas de problème avec le fait qu'on fonctionne par sondage. On vient justement dans le programme ANR de l'Agence nationale de la recherche que je dirige de procéder par sondage auprès de 1500 ménages sur leur trajectoire d'accession à la propriété, leur trajectoire patrimoniale, leur trajectoire liées à leur rapport avec le bien. Et donc, la question pour moi ici, elle n'est pas méthodologique sur le rapport, elle est sur la manière dont les particuliers, donc les vendeurs, se saisissent de la donnée. Et je pense que c'est là où il y a vraiment une originalité importante dans le propos. Alors, le rapport, il est important par rapport aux travaux que nous menons dans l'équipe, puisque voilà, je travaille sur la place du logement dans la restratification des inégalités sociales ou dans la ségrégation, et en particulier du fait de la forte valeur patrimoniale du logement dans un contexte inflationniste qui est structurellement inégal entre des acquéreurs en fonction des lieux où ils vivent, en fonction des conditions de l'accumulation de valeur dont ils peuvent bénéficier, en fonction des conditions de marché et de la manière dont ils vont pouvoir fixer le prix, revendre. Et donc, c'est là où se situe mon intérêt pour l'étude. Et évidemment, tout cela se place entre, vous le savez tous, des marchés centraux très dynamiques, y compris dans des grandes villes, et du périurbain, parfois un peu plus incertain en termes de volatilité. Alors, le rapport, pour moi, il a le mérite de rentrer dans la question par les dispositifs ou par un certain nombre de dispositifs de marché. François Ménard, au début de son intervention, rappelait qu'il y avait d'autres dispositifs de profilage des acquéreurs, des vendeurs par les banques, par les assurances, avec des systèmes de filtrage plus ou moins algorithmiques en fonction des biens qu'on propose aux futurs acheteurs sur les plateformes, en fonction des publicités ciblées, en fonction des algorithmes utilisés pour les assurances ou pour la mise à disposition du crédit pour les acquéreurs. Tout cela, c'est un système de filtre à un niveau d'acteurs. L'open data, les données ouvertes, et ce sur quoi porte le rapport sur l'usage de la donnée, il porte finalement sur un autre type de filtre qui sont la manière dont les outils sont mis à disposition avec la médiation d'indicateurs, des moyennes, des médianes, des modèles. Et la grande question, c'est la manière dont l'utilisateur lambda, c'est-à-dire le vendeur qui regarde la télé, va établir, proposer un prix, définir un prix, en d'autres termes, un juste prix.
Et de ce point de vue, l'open data construit une représentation collective des marchés qui est extrêmement performative. Et je pense que c'est absolument essentiel dans la discussion qu'on a ce matin, cette question de performativité de l'outil et y compris de performativité des données ouvertes sur les marchés. Là-dessus, je pense qu'il faut regarder notamment, je suis universitaire, hein, je ne vais pas me refaire ce matin, l'article de Sadowski 2019 que vous citez, il me semble, dans le rapport, « When data is capital, datification, accumulation and extraction ». Cet article revient sur cette question de la performativité de la donnée dans la fabrique des marchés. Et donc, ce qui m'intéresse dans le rapport que vous avez produit, c'est l'intérêt d'un travail sur la transparence des marchés, dans un contexte où le vendeur est le premier acteur qui tente de fixer le prix, en fonction de son niveau d'information, en fonction de sa compréhension, en fonction aussi de sa compréhension des outils. Ce n'est pas facile pour tout le monde de faire la différence entre une médiane et une moyenne. Et je dis ça parce que je l'enseigne à des premières, deuxième, troisième années. Et donc, quand on est confronté en tant que vendeur à ce type d'indicateur, comment on se construit une idée juste du prix plutôt qu'un juste prix, avant de se confronter à d'autres acteurs, par le bouche à oreille, par les outils en ligne, en allant voir en agence les ventes des maisons d'à côté, en demandant une estimation à un agent immobilier. Et donc, la démarche dans laquelle l'open data se place dans la procédure individuelle de décision du prix de vente, elle est importante de ce point de vue-là. Et donc, l'intérêt majeur du rapport, il est d'informer le mode de consommation de l'information, avec ce que vous dites sur le panier garni notamment, mais aussi l'une des questions sous-jacentes qui reste l'effet de boîte noire, qui est, je crois, essentiel, qui est le mode de digestion de l'information, et en particulier la digestion de l'information vers une croyance juste dans un niveau de prix. Et peut-être, vous le sentez dans mon intervention, j'ai un peu du mal avec cette notion de juste prix comme un ajustement de l'offre de la demande dans un marché dont on sait tous qu'il est opaque et qu'il est asymétrique. Et notamment parce qu'on sait aussi qu'il y a largement un pari. On connaît les situations où l'agent fait croire à l'acquéreur que le vendeur ne négociera pas. La discussion, pourtant, sur la marge de négociation, elle a déjà eu lieu entre le vendeur et l'agent immobilier. Donc, il y a aussi, dans cette question de fixation du prix, un petit jeu qui ne dupe personne, mais qui reste sur la table et qui est toujours déjà là. Donc, ce sur quoi je voudrais revenir, si j'ai encore 2 minutes pour discuter votre rapport, c'est les raisons de l'opacité. Parce que l'opacité des marchés, même au temps de l'open data, elle est absolument fondamentale de mon point de vue en tant que chercheur en sciences humaines et sociales. Il y a 3 dimensions qu'il faut discuter sur l'opacité à l'aune de l'open data. La première, c'est la question de l'opacité relative. Elle est où l'opacité? Il y a l'opacité qui est liée à l'accès aux données fiables. J'entendais bien M. Kazumski et Marilyn Miliero parler de la nécessité d'avoir une démarche normative. C'est un mot que vous avez employé 2 fois pour qu'on puisse se saisir un peu mieux de la donnée en appelant de vos voeux un guide méthodologique normatif. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, il est où? Je crois pour les acteurs qu'il faut relire attentivement le papier de Casanova, Boulet, Coulon sur l'intérêt des fichiers OpenDVF pour l'analyse des transactions foncières et immobilières et les précautions d'usage nécessaires. Ce papier, il est publié dans CyberGeo en 2019. Ils y comparent les 3 sources principales de DVF. DVF DGFIP, qui est la seule version à permettre d'avoir une référence à la transaction immobilière. Et les 2 DVF Open Data, le DVF de DataGouv et le DVF DataLab, qui ne sont pas tout à fait structurés de la même manière. Et le problème principal qu'il relève est dans les 2 versions Open Data de DVF et qu'il y a la nécessaire formulation d'hypothèses dans le traitement d'un certain nombre de transactions qu'on appelle les transactions multilignes. Alors, c'est technique, évidemment, et je pense que vous connaissez ce problème-là, mais en gros, cela revient à
conclure que le fichier DataGouv, par exemple, ne permet pas vraiment de dégager une estimation fiable. Par exemple, sur une métropole comme Avignon, 42% des lignes sont en fait des transactions multilignes, qui nécessitent donc un post-traitement, qui nécessitent de formuler des hypothèses, avec beaucoup d'implicites sur la segmentation des marchés, les types de biens. Le fichier d'État permet un petit peu mieux de procéder à cela. Donc, ce à quoi ils arrivent dans leur conclusion, c'est que les fichiers DVF et l'open data ne permettent pas immédiatement un traitement des problématiques géographiques des sous-marchés qui soit immédiatement propre et immédiatement assimilable. Il y a toute une série d'hypothèses à faire et ces hypothèses, elles entrent effectivement dans un effet boîte noire du traitement de l'information géographique. C'est un petit peu problématique puisqu'évidemment, l'utilisateur final qui a déjà du mal à se débattre avec une moyenne et une médiane quand il veut travailler sur son prix, peut avoir du mal à saisir quelles sont les hypothèses derrière. Et en fait, il ne s'en préoccupe pas de ces hypothèses, puisque l'outil qui lui est fourni par l'entreprise qui fait des cartes en ligne ne va pas expliciter la méthode de post-traitement, évidemment. Alors, je précise tout ça parce qu'en tant que chercheur, c'est un vrai problème pour nous aussi. On n'a pas de référence de prix identique en fonction des bases que l'on utilise. On s'était amusé à comparer dans un récent papier avec mon équipe, à comparer DVF, bien, Perval et les données du Bon Coin, pour effectivement conclure qu'il n'y avait pas entre ces bases de données sur des marchés de Paris, d'Annemasse, d'Avignon, de références de prix stabilisées qui permettaient de substituer une source à une autre. Je résume, en d'autres termes, on est extrêmement dépendant de la source. Ce qui veut dire qu'il y a une autre opacité qui est l'opacité méthodologique, qui est liée au fonctionnement du marché de la donnée et donc au fonctionnement des plateformes. Des plateformes en ligne qui donnent à voir ces cartes des prix à la commune, au carreau, à la parcelle. Et là, la boîte noire, elle est dans la méthodologie utilisée par les plateformes, parfois dans les modalités de calcul des moyennes lissées, dans les modalités d'interpolation, ou dans les modèles qui sont utilisés, dans les modèles hédoniques pour lesquels on relève là du secret industriel. Et c'est bien normal, mais ça fait partie de ces boîtes noires dans lesquelles on ne peut pas rentrer en tant qu'utilisateur final. Donc, je pense que là, c'est très éclairant votre rapport parce qu'il pose la question, in fine, de la manière dont on accède à l'information et dont il faut, quelque part, en tant qu'analyste, se poser la question de la qualité de l'information qui est fournie au vendeur. Le vendeur ne se posera pas la question de la qualité et c'est peut-être à nous de savoir la déconstruire et de savoir quels sont, non pas les biais, je ne parle pas de biais, je parle de références différentes. On est sur des références différentes. Et ça, c'est un problème d'opacité. Alors, les deux derniers points sur lesquels je voudrais revenir, mais peut-être je les discuterai un petit peu plus tard parce que je ne veux pas monopoliser la parole, c'est qu'on a un problème qui, et vous le dites très bien dans le rapport, qui joue sur les inégalités d'accès au logement, en fait, dans le caractère performatif du fonctionnement du marché. Je trouve que c'est très intéressant que vous insistiez dans le rapport sur le fait que c'est socialement sélectif, c'est spatialement sélectif et que l'usage de la donnée, il est plus ou moins centré sur les quartiers tendus, sur les espaces tendus, sur les espaces de prix élevés, avec une composition socio-économique des vendeurs que cela intéresse qui sont dans les couches les plus aisées de la société. En d'autres termes, les acteurs qui sont déjà en capacité de décision et en capacité d'agir sur leur patrimoine. On a là des effets de renforcement de boucles de rétroaction positive qui jouent évidemment sur les effets de la ségrégation. Voilà, ça m'intéresse beaucoup puisque c'est là où mes travaux académiques se placent. Dernier point, et je conclue là-dessus, vous dites dans votre rapport, la question elle est qu'est-ce que l'open data fait au marché? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'est-ce que l'open data fait à la recherche? Qu'est-ce que l'open data fait à la recherche? Ce n'est pas une pirouette rhétorique de ma part, c'est que tant qu'il n'y avait que DVF via la DGFiP, bien et Perval, il y avait un coût d'entrée pour aller aux données. Il fallait faire une convention, il fallait payer pour avoir bien, il fallait payer pour avoir Perval. Aujourd'hui, tout cela est perturbé parce qu'en tant qu'acteur de la recherche, on a accès à l'open data et on est moins légitime.
pour trouver des crédits, pour aller acheter bien par exemple, ou pour aller demander une convention pour avoir le DVF de la DGFiP. Pourquoi? Parce que l'open data est disponible et qu'on va nous dire, mais utilisez donc l'open data. Or, on peut avoir besoin de revenir aux données sources qui ne sont pas les données open data en tant que chercheur, justement pour circonscrire et pour éviter les difficultés que je mentionnais précédemment, qui sont les difficultés liées à la construction de l'information et au traitement de l'information de l'open data. J'ai terminé et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Oui, effectivement, on voit bien que la question de la boîte noire, quand on connaît un peu le sujet, c'est pas une boîte noire, c'est des boîtes noires qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui fait que pour un particulier qui n'est pas formé ni à l'économie ni aux questions de base de données et qui de plus n'a aucune idée de quelle est la méthode utilisée, en fait, on n'est pas prêt de se retrouver dans un marché pur et parfait. Enfin, même du point de vue de l'information, si on laisse de côté le fait que les maisons, les appartements, etc., c'est pas tout à fait des biens identiques, même du point de vue de l'information, on est très, très, très loin de se trouver dans une situation économique où il y a un prix donné par une donnée ouverte à tous sur le marché. Que même l'ouverture de DVF qui pouvait donner cette impression d'un point de vue simple, quand on décortique un peu, c'est absolument pas le cas. Et effectivement, il y a je pense, un des enjeux que soulève l'étude et qui va dans le sens de beaucoup de travaux qu'on connaît sur les inégalités de marché, mais c'est de souligner effectivement à quel point la connaissance de la donnée, elle est située et à quel point, en fait, en passant à l'open data, on rejoue aussi des questions d'inégalité, d'accès à l'information, de capacité de négociation, etc. Alors, il y a beaucoup de questions de questions-réponses. Il y a quelques-unes sur lesquelles je me suis permis de répondre quand c'était des questions un peu concrètes sur quelles étaient les bases de données identifiées, s'il existait un identifiant de logement, etc. Pour le reste, on essaiera d'y répondre rapidement à la fin de la table ronde. Mais avant ça, je voulais laisser la parole à Monsieur Bernard Worms, qui est un de nos grands experts des sujets logement, qui est donc économiste, qui a été président de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information pour le logement, mais aussi de la FGF-GAS et du CNTGI, le Conseil national pour sur l'acronyme des transactions gestionnaires de l'immobilier. C'est le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Et de la gestion immobilière, c'est ça. C'est une instance qui dépendait en partie de votre organisme. Je n'étais pas président, j'ai été directeur de l'ANIL. Pardon. Président du... Oui. Non, mais j'y ai été plusieurs fois au CNTGI, mais on n'utilisait jamais l'acronyme. Donc, qui est le conseil que l'administration, notamment, consulte quand elle veut faire passer des lois, des décrets sur les sujets de l'immobilier. Voilà, mais je précise bien que maintenant, je ne représente plus aucun de ces organismes, puisqu'ils ont continué à vivre leur vie. Bien, moi, ce qui m'a intéressé dans cette étude, c'est qu'effectivement, elle se place sur l'usage que font des données, non plus les professionnels ou les collectivités locales ou l'État, mais le public, les vendeurs, et la façon dont ça transforme effectivement le processus de vente, d'achat et les prix. Et ce que je constate, c'est que je me retrouve, même si je suis un peu maintenant out de l'affaire, mais je me retrouve à peu près avec les mêmes problèmes que ceux que j'ai eu à traiter quand je me suis intéressé à la demande de l'État à l'usage des données par les collectivités locales, la puissance publique et les professionnels, d'une part, et à la façon dont ces données allaient transformer soit la structure des professions, soit effectivement les coûts d'intermédiation. Alors, sur l'accès aux données, mais je crois que Renaud Le Gua l'a dit en rentrant plus dans le détail que moi, je ne le ferai, mais on retrouve exactement le même problème. À l'origine, il s'agissait de savoir si l'État et les collectivités locales
allait pouvoir utiliser des données générées par le secteur privé et qui allait combler les manques de la statistique publique. Bon. Et qu'est-ce qu'on a trouvé, enfin, quel est le premier constat? C'est qu'on a une masse considérable de données, mais que ces données sont d'une valeur totalement hétéroclite. Le tableau qu'ont présenté Claire Julliard et Alexandre Coulondre, vous voyez toutes les sources de données, bien, effectivement, quand on les regarde de près, ce qu'on avait fait un peu à l'époque, même s'il y en avait moins, on voit que ça va de l'INSEE à la voyante extralucide, puisqu'au fond, ces données ont pour premier objet d'attirer le chaland chez un intervenant ou un autre. Bon, donc moi je m'étais intéressé à ça particulièrement sur les prix, mais également sur les loyers quand il s'est agi de monter les observatoires des loyers. Alors, je vois qu'une des propositions qui est faite, mais sur laquelle on n'a pas vraiment réussi, nous l'avions déjà faite, c'était de se dire qu'il faudrait faire un étalonnage des données. Alors, un étalonnage des données, ça n'était pas un label, c'était le fait que l'on puisse expliquer pour une donnée, ou un système expert de traitement des données, comment il était fait. Bon, un système a été monté avec l'INSEE, mais finalement, ça n'a pas véritablement fonctionné. Et là, je constate bien que le particulier, encore plus que le professionnel, comment va-t-il arbitrer entre une donnée qui sera offerte par un réseau d'agences et une donnée qui viendra, par exemple, des notaires. Alors, quand on connaît un peu les choses, on sait que certaines sont plus sérieuses que l'autre, mais on voit bien qu'il s'agit de quelque chose de totalement hétérogène. Et même pour des domaines un peu plus, où les données sont moins nombreuses, je vais comparer, par exemple, les observatoires de loyer entre les observatoires de loyer qui ont été mis en place par l'État et Clameur, on voyait bien que dans certaines villes comme Besançon, on avait des différences de 30% sur le même type de bien. Donc, ce problème d'étalonnage, d'expertise, pour des particuliers, pour des professionnels, c'est un peu différent, mais là, c'est tout l'intérêt de cette enquête. Pour des particuliers vendeurs, comment vont-ils faire le départ entre une donnée sérieuse, enfin quand je dis sérieuse, c'est une donnée dont on peut expertiser les conditions d'élaboration, hein, et une donnée qui relève de la pure publicité. Or, dans le tableau qui a été présenté, il y a tout cela. Il se trouve qu'après, ayant travaillé là-dessus, je continue à recevoir sans cesse des offres et je constate que je reçois de temps en temps des publicités où on me dit, voilà, dans telle rue, dans telle ville, la semaine dernière, ça a augmenté de 0,02%, ce qui n'est évidemment pas sérieux. Bon, à cet égard, je veux juste aussi apporter un point sur la différence, mais ça c'est un petit point de détail pour l'étude, sur la différence géographique. Alors la différence géographique, elle s'explique de façon évidente par le fait que dans les marchés tendus, les transactions sont beaucoup plus fréquentes, donc on a par nature beaucoup plus de données, mais elle s'explique aussi par le fait que dans les marchés tendus, les biens sont plus homogènes que dans les marchés détendus. Donc, effectivement, par construction, au fond, la rente informationnelle des professionnels, c'est-à-dire le dire d'experts, reste plus fort dans les endroits où eux-mêmes, mais le particulier non plus, n'a pas de repères. Sur le second point, c'est-à-dire dans quelle mesure ça transforme le marché. Bon, le constat, mais moi, auquel j'étais arrivé, mais qui ne se relie pas directement à ce que vous avez traité, c'est que, curieusement, cette masse des données, dont on aurait pu penser qu'elle réduisait la rente informationnelle dont jouissaient les professionnels de l'intermédiation,
n'a pas réduit la part de marché des professionnels. En gros, la part de marché des agents immobiliers n'a pas été réduite, alors qu'on pouvait penser que c'est une profession qui subirait un peu le sort des agences immobilières pour lesquelles qui ont été victimes du numérique. Ça n'a donc pas non plus réduit les coûts de mutation. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant dans cette étude, c'est effectivement cette affirmation du caractère performatif des données de prix. Il y a un point que j'ai un peu moins saisi, et là, je vais poser la question, c'est qu'au fond, vous constatez que les gens les mieux informés, ceux qui ont recours aux données, ont tendance à fixer les prix sur la fourchette haute. Bon, mais comment jugez-vous de la façon dont les prix sont fixés par rapport à une fourchette pour les gens qui ont moins recours à ces données? C'est un point de détail que je n'ai pas bien compris dans l'étude. Que dire d'autre? Si je constate qu'on retrouve pour les particuliers le même problème que celui qu'on a retrouvé, donc pour dire ça en synthèse, pour les pouvoirs publics, c'est-à-dire élaborer la qualité des données, certifier la qualité des données, et ça me paraît encore plus difficile que quand il s'agissait d'un usage professionnel, et d'autre part, d'avoir un vrai jugement sur l'effet que ça produit sur les niveaux du marché. On peut penser, c'est peut-être, d'ailleurs vous le mentionnez, mais c'est peut-être plus difficile à juger, que plus que d'avoir un effet sur les prix, parce qu'au fond, cette conception du juste prix, alors c'est peut-être parce que j'ai fait mes études, étant plus vieux, j'ai fait mes études avant, mais le juste prix, ça évoque pour moi la doctrine sociale de l'Église plus qu'un concept économique. Il me semble que quand même, ça devrait, ces données devraient avoir un effet sur l'accélération du rythme des transactions, enfin plus exactement sur le ralentissement de la durée des transactions. Mais comme la durée des transactions dépend en même temps de façon très forte de la conjoncture, c'est difficile à mesurer. Voilà les premières observations que m'inspire cette intéressante étude. Merci beaucoup.